Le livre de sable. Un recueil de nouvelles de Jorge Luis Borges. Texte lu et sonorisé par Eric Annesen. Aujourd'hui, le Congrès. Ils s'acheminèrent vers un château immense, au frontispice duquel on lisait « Je n'appartiens à personne, et j'appartiens à tout le monde. Vous y étiez avant que d'y entrer, et vous y serez encore quand vous en sortirez. » Diderot. Je m'appelle Alejandro Ferri. Mon nom a une résonance guerrière, mais ni le métal de la gloire, ni la grande ombre du Macédonien, la phrase est de l'auteur de Marbre, qui m'honora de son amitié, ne correspondent à l'homme modeste et grisonnant qui assemble ses lignes au dernier étage d'un hôtel de la rue Santiago de Estero, dans un sud qui n'est déjà plus le sud. J'ai depuis longtemps mes 70 ans bien sonnés. Je continue à donner des cours d'anglais à quelques élèves. Par indécision, par négligence ou pour d'autres raisons, je ne me suis pas marié. Et maintenant je vis seul. Je ne souffre pas de la solitude. Il est déjà suffisamment difficile de se supporter soi-même et ses manies. Je constate que je vieillis. Un signe qui ne trompe pas est le fait que les nouveautés ne m'intéressent pas plus qu'elles ne me surprennent. Peut-être parce que je me rends compte qu'il n'y a rien d'essentiellement nouveau en elles et qu'elles ne sont tout au plus que de timides variantes. Quand j'étais jeune, j'avais de l'attirance pour les crépuscules, pour les faubourgs et le malheur. Aujourd'hui, j'aime les matinées en plein cœur de la ville et la sérénité. Je ne joue plus les Hamlet. Je me suis inscrit au Parti conservateur et à un club d'échecs, que je fréquente en spectateur parfois distrait. Un lecteur curieux pourra exhumer de quelque obscur rayon de la Bibliothèque nationale, rue Mexico, un exemplaire de ma brève étude du langage analytique de John Wilkins, œuvre qui mériterait une nouvelle édition, ne serait-ce que pour corriger ou atténuer les multiples erreurs qu'elle contient. Le nouveau directeur de la bibliothèque est, me dit-on, un homme de lettres qui s'est consacré à l'étude des langues anciennes, comme si les modernes n'étaient pas suffisamment rudimentaires, et à l'exaltation démagogique d'un imaginaire Buenos Aires de truands. Je n'ai jamais cherché à le connaître. Moi qui habite dans cette ville depuis 1899, le hasard ne m'a mis qu'une seule fois en présence d'un truand, du moins de quelqu'un qui avait la réputation d'en être un. Plus tard, si l'occasion s'en présente, je raconterai cet épisode. Je vis donc seul, comme je l'ai dit. Il y a quelques jours, un voisin de palier qui m'avait entendu parler de Firmin Eguren m'a appris que ce dernier était mort à Punta del Este. La mort de cet homme, qui ne fut jamais vraiment mon ami, m'a tristement obsédé. Je sais que je suis seul. Je suis sur Terre l'unique personne à garder le souvenir de cet événement que fut le Congrès, sans pouvoir l'évoquer avec quiconque. Je suis désormais ultime congressiste. Il est vrai que tous les hommes sont des congressistes. Il n'y a pas un être sur la planète qui ne le soit. Mais je le suis, moi, d'une façon différente. Je sais que je le suis. Cela me distingue de mes innombrables collègues, actuels et futurs. Il est vrai que le 7 février 1904, nous avons juré sur ce que nous avions de plus sacré. Y a-t-il sur Terre quelque chose de sacré, ou quelque chose qui ne le soit pas? De ne pas révéler l'histoire du Congrès. Mais il n'en est pas moins vrai que le fait que je sois maintenant un parjure et partie intégrante du Congrès. Ce que je dis là est obscur, mais peut éveiller la curiosité de mes éventuels lecteurs. De toute façon, la tâche que j'entreprends n'est pas facile. Je ne me suis jamais attaqué, pas même sous sa forme épistolaire, au genre narratif. Et chose beaucoup plus grave encore,
l'histoire que je vais rapporter est impossible à croire. C'est à la plume de José Fernández Irala, le poète injustement oublié de Marbre, que revenait cette mission. Mais il n'en est plus temps aujourd'hui. Je ne falsifierai pas délibérément les faits, mais je crains que ma fainéantise et certaines maladresses ne m'obligent plus d'une fois à commettre des erreurs. Peu importe les dates précises. Rappelons que je débarquai de Santa Fe, ma province natale, en 1899. Je n'y suis jamais retourné. Je me suis habitué à Buenos Aires, une ville qui ne m'attire pas comme on s'habitue à un corps ou à une vieille infirmité. Je prévois, sans y attacher grande importance, que je mourrai bientôt. Je dois par conséquent réfréner ma manie de la digression et presser un peu mon récit. Les années ne modifient pas notre essence, si tant est que nous en ayons une. L'élan qui devait me conduire un soir au Congrès du Monde fut le même qui m'avait d'abord amené à entrer à la rédaction des Ultima Hora. Pour un pauvre jeune homme de province, devenir journaliste peut être un destin romantique, tout comme un pauvre jeune homme de la capitale peut trouver romantique le destin d'un gaucho ou d'un peón de ferme. Je ne rougis pas d'avoir voulu être journaliste, métier qui, aujourd'hui, me paraît trivial. Je me souviens d'avoir entendu dire à Fernández Irala, mon collègue, que ce que le journaliste écrit est voué à l'oubli, alors que son désir était de laisser trace dans les mémoires et dans le temps. Il avait déjà ciselé, l'expression était couramment employée, certains des sonnets parfaits qui devaient figurer par la suite, avec quelques légères retouches, dans son recueil Marbre. Je ne puis dire à quel moment précis j'entendis parler pour la première fois du Congrès. Ce fut peut-être le soir de ce jour où le caissier me régla mon premier salaire mensuel et où, pour fêter cet événement qui prouvait que Buenos Aires m'avait accepté, j'invitai Irala à dîner avec moi. Il déclina mon offre, me disant qu'il devait absolument se rendre au Congrès. Je compris tout de suite qu'il ne faisait pas allusion aux prétentieux édifices à coupole qui se trouvent au bout d'une avenue habitée par des Espagnols, mais bien à quelque chose de plus secret et de plus important. Les gens parlaient du Congrès, certains en s'en moquant ouvertement, d'autres en baissant la voix, d'autres encore avec appréhension ou curiosité. Tous, je crois bien, ignoraient de quoi il s'agissait. Un certain samedi, Irala m'invita à l'accompagner. Il avait fait, me confia-t-il, toutes les démarches nécessaires. Il devait être 9 ou 10 heures du soir. Dans le tramway, Irala me dit que les réunions préliminaires avaient lieu tous les samedis et que Don Alejandro Glencoe, peut-être à cause de mon nom, avait déjà donné son accord. Nous entrâmes dans le salon de thé du Gaz. Les congressistes, au nombre de 15 ou 20, étaient assis autour d'une longue table. Je ne sais s'il y avait une estrade ou si ma mémoire ajoute ce détail. D'emblée, je reconnus le président, que je n'avais jamais vu auparavant. Don Alejandro était un monsieur déjà fort âgé, à l'air digne, au front dégarni, aux yeux gris et à la barbe poivre et sel, tirant sur le roux. Je l'ai toujours vu vêtu d'une redingote sombre. Il appuyait habituellement ses mains croisées sur sa canne. Il était grand et de forte corpulence. À sa gauche siégeait un homme beaucoup plus jeune, également roux. La couleur éclatante de sa chevelure laissait penser au feu et celle de la barbe de M. Glencoe, aux feuilles d'automne. À sa droite se tenait un jeune homme au visage allongé et au front singulièrement bas, vêtu comme un dandy. Ils avaient tous demandé du café et quelques-uns de l'absinthe. La première chose qui retint mon attention fut la présence d'une femme, seule parmi tant d'hommes.
À l'autre bout de la table, il y avait un enfant de 10 ans, en costume marin, qui ne tarda pas à s'endormir. Il y avait également un pasteur protestant, 2 juifs sans équivoque aucune, et un noir qui portait un foulard de soie et des vêtements très ajustés, à la manière des mauvais garçons que l'on voit stationnés au coin des rues. Devant le noir et l'enfant étaient posées 2 tasses de chocolat. Je ne me rappelle plus les autres personnages, en dehors d'un certain Marcelo Del Mazo, homme très courtois et fin causeur, que je ne revis plus jamais. Je conserve une photographie floue et imparfaite, prise au cours d'une des séances. Mais je ne la publierai pas, car les vêtements de l'époque, les cheveux longs et les moustaches, confèrent aux membres réunis là un air burlesque et même indigent, qui donnerait une idée fausse de cette assemblée. Toutes les associations tentent à créer leur propre langage et leur propre rite. Le congrès, qui a toujours pour moi tenu du rêve, semblait vouloir que ses participants découvrissent sans précipitation le but qu'ils se proposaient d'atteindre, et même les noms et prénoms de leurs collègues. Je ne tardais pas à me rendre compte que mon devoir était de ne pas poser de questions, et je m'abstins donc d'interroger Fernandez Irala, lequel de son côté ne me disait jamais rien. Je ne manquai aucun samedi, mais 1 ou 2 mois passèrent avant que j'eusse compris. À partir de la 2e réunion, j'eus pour voisin Donald Wren, un ingénieur des chemins de fer du Sud, qui devait par la suite me donner des leçons d'anglais. Don Alejandro parlait très peu. Les autres ne s'adressaient pas à lui, mais je sentis qu'il parlait pour lui et qu'il recherchait son approbation. Il suffisait d'un geste lent de sa main pour que le thème du débat changeât. Je finis par découvrir que l'homme roux qui se trouvait à sa gauche portait le nom curieux de Twyern. Je me souviens de son aspect fragile qu'il attribue de certaines personnes très grandes qui se tiennent comme si leur taille leur donnait le vertige et les forçait à se courber. Ses mains, je m'en souviens, jouaient habituellement avec une boussole de cuivre qu'il posait par moments sur la table. Soldat d'un régiment d'infanterie irlandais, il mourut à la fin de 1914. Celui qui siégeait toujours à droite était le jeune homme au front bas, Firmin Eguren, neveu du président. Je ne crois pas aux méthodes du réalisme, genre artificiel s'il en est. Je préfère révéler d'un seul coup ce que je compris graduellement. Mais auparavant, je rappellerai au lecteur ma situation d'alors. J'étais un pauvre jeune homme originaire de Casilda, fils de fermier, qui était arrivé à Buenos Aires et qui se trouvait soudain, ainsi le sentis-je, au cœur même de la capitale et peut-être, sait-on jamais, au cœur du monde. Un demi-siècle a passé, je garde encore le souvenir de ce premier éblouissement qui, certes, ne fut pas le dernier. Voici les faits, je les rapporterai de la façon la plus brève.